Alors, bonjour à tous, merci d'être présents. Bonjour aux personnes présentes sur YouTube. Il y a ma grand-mère qui nous regarde, donc je l'embrasse. Elle a réussi à se connecter, ce dont je doute. Enfin bon, donc c'est la dernière présentation. On sait que la journée elle a été longue, vous avez appris plein de trucs. On va essayer de faire quelque chose quand même de motivant et on va essayer de vous faire participer aussi un peu. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des viandes artificielles et des viandes naturelles. Donc quels enjeux pour l'avenir de notre consommation? Alors un petit sondage rapide dans la salle, juste, alors on sait que vous ne savez pas forcément ce que c'est aujourd'hui les viandes artificielles, mais qui serait prêt aujourd'hui là à main levée à consommer des viandes artificielles si c'était exactement le même prix et globalement les mêmes propriétés qu'une viande traditionnelle? Ok, donc pour YouTube qui ne nous voit pas, on est à peu près à la moitié, donc c'est beau à savoir, on en reparlera par la suite. Alors, très original, on a choisi deux extraits de films donc, qui datent de l'Odyssée de l'espace 2001, que vous avez déjà dû voir auparavant dans la journée. Donc, pourquoi on a choisi ces extraits de films? En fait, c'est parce qu'ils retracent en fait, la consommation et le rapport que l'homme a à la viande, donc depuis l'homme préhistorique. Donc, comme on peut le voir sur l'extrait qui va arriver incessamment sous peu, on voit un homme en gros préhistorique donc qui va utiliser un os donc pour chasser. Donc en fait au départ notre rapport à la viande il était simple, c'est qu'on devait chasser pour se nourrir, pour manger de la viande. Ensuite ça a évolué, donc il y a l'apparition de l'agriculture qui est arrivée à peu près à moins 10 000 avant Jésus-Christ. Et donc avec l'apparition de l'agriculture on a commencé à élever des bêtes justement pour les manger. Ensuite, vers les années 1960, on est arrivé sur de l'élevage industriel, donc des grosses usines avec de l'élevage en masse, donc justement pour répondre à la demande en viande qui était croissante de plus en plus. Et donc on voit dans l'extrait de Demain, donc à l'époque c'était en 1960 à peu près qu'est sorti ce film, il pensait qu'en 2001, on pourrait déjà, donc, en appuyant sur un bouton, créer de la nourriture via de la synthèse. Mais où on en est vraiment aujourd'hui? Je laisse la parole à Valentin. Du coup, en 1960, ils se sont dit, en 2001, on pourra avoir de la viande artificielle. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc le premier steak de viande artificielle, il a été créé en 2013, a pris 2 ans de fabrication et a coûté 250 000 $. En 2013, Mark Post, donc celui qui a créé ce steak artificiel, il a dit dans 5 ans, on consommera tous de la viande artificielle. Du coup, 5 ans après, en 2018, où est-ce qu'on en était? En 2018, donc produire un steak artificiel, ça prenait environ 40 jours et il revenait à 8 $ pièce. L'objectif, c'est demain, où est-ce qu'on va en être? Du coup, l'objectif, c'est qu'avec tout ce qui est innovation, industrialisation, les chiffres tendent à montrer qu'on va se rapprocher des prix de viande conventionnelle, donc aux alentours de 2 $. Depuis le début, on vous parle de viande artificielle, mais au final, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Donc la viande artificielle, c'est une viande qui est uniquement produite donc, à partir d'une incision donc, sur une vache, là par exemple, et qui va être produite uniquement en laboratoire. Donc la première étape, c'est de faire une incision donc pour prélever les cellules de la vache, une incision qui va être indolore. Une fois qu'on a récolté ces cellules, on va du coup les mettre ensemble et on va les mettre dans une cuve stérile pour les aider à se proliférer. Dans cette cellule, on va rajouter du sérum qui va être un milieu qui va pouvoir nourrir tout ce qui est les cellules. Le sérum, c'est le sérum fœtal, donc qui est récupéré sur des vaches qui vont être gestantes et qui va être le meilleur environnement pour les cellules à l'heure d'aujourd'hui. Une fois qu'on a mis ce sérum fœtal, ce qu'il faut rajouter, c'est de l'orge qui va permettre aux cellules de se rassembler et d'être plus solides et de pouvoir former le muscle. Et une fois que le muscle est formé, donc on va obtenir, si on a pris une vache, un steak, si on a pris des poulets, des nuggets, etc. etc. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est et si demain, du coup, on a vraiment besoin d'une demande en viande supérieure, et si demain, on est beaucoup plus sur Terre et qu'on a vraiment besoin, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va se projeter en 2040. Déjà, on a deux facteurs qui vont être importants à prendre en jeu. C'est déjà la population, l'augmentation de la population, puisqu'on estime qu'en 2040, on sera à peu près 9 milliards d'êtres humains sur la planète. Et donc, un deuxième facteur qui en découle, c'est le besoin de ressources. Et donc, on voit en fait ici qu'en 2040, comparé à aujourd'hui, on a 3 types de viande sur le marché, en fait, dans l'industrie de la viande. Donc, d'abord la viande conventionnelle, donc
qui représente aujourd'hui à peu près 90% du marché, on voit qu'en 2040, elle va subir un déclin et qu'en fait, elle va se retrouver à peu près 45% du marché. Pareil pour les viandes végétales. Donc, viandes végétales qui représentent à peu près 10% aujourd'hui. Donc, en 2040, elles vont un tout petit peu augmenter pour passer à 25% à peu près du marché. Mais surtout, le plus important, c'est la viande in vitro qui n'existe pas à l'heure d'aujourd'hui dans notre consommation et qui pourtant va passer à 35%, enfin, qu'on estimerait passer à 35% d'ici 2040. Donc le plus gros enjeu ici, c'est de se dire qu'en fait la viande artificielle, elle va s'ajouter aux viandes qu'on consomme déjà aujourd'hui, et donc que c'est un investissement sur lequel voilà, que ça va se reproduire et que ça va se développer. Alors du coup, on va vous faire un bilan aujourd'hui de où est-ce qu'on en est. Donc quels sont les acteurs dans ce marché qui commencent à émerger. Donc ici, on voit une carte du monde avec donc les principales startups et les principales usines donc, qui ont décidé de se lancer dans le projet de la viande artificielle. Donc on remarque que c'est principalement dans des pays développés et industrialisés qui sont présents, comme les États-Unis, la France, Israël ou encore le Qatar. Donc, comme on peut le voir aussi, il y a pas mal de levées de fonds qui ont été faites autour de ces entreprises. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont eu un engouement donc, pour le projet de viande artificielle. Et ces investisseurs, ce n'est pas n'importe qui, c'est des géants de la Silicon Valley, comme on en parlait tout à l'heure. Il y a un des cofondateurs de Google qui a investi en masse dans une de ces entreprises. Il y a Bill Gates, le patron de Microsoft, le frère d'Elon Musk aussi. Enfin, donc tout ça pour dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui cherchent à investir. Et alors, ces investissements, ils servent à quoi en fait? C'est réduire les coûts de production actuels qui sont encore beaucoup plus importants que celles de la viande traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, ils sont encore en train de travailler dessus. Mais aussi, donc, il y a une offre de loi, il y a la loi de l'offre et la demande, pardon, qui fait qu'il va falloir se diversifier pour être attractif. Donc, elles ne sont pas toutes sur le même secteur. Par exemple, Memphis Meat, elle va se focaliser sur les boulettes de viande. Mosa Meat sur les burgers artificiels. Gourmet, qui est une entreprise française, elle va chercher à faire du foie gras, par exemple, du foie gras artificiel. Donc tout ça pour dire qu'elles vont chercher à se diversifier. Et ici, par exemple, on voit Just, donc une entreprise américaine qui a à la fois une entreprise, donc son siège social qui se situe aux États-Unis, mais aussi sa première usine de production qu'elle a établie au Qatar. Alors pourquoi elle a établi une usine de production au Qatar? C'est parce qu'elle cherche donc à alimenter Singapour, qui est le premier pays au monde à avoir autorisé la mise sur le marché de la viande artificielle. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a vraiment qu'à Singapour qu'on peut consommer de la viande artificielle. Donc c'est exclusivement dans les restaurants et c'est exclusivement des nuggets pour le moment. Donc pourquoi il y a juste qu'à Singapour aujourd'hui qu'on peut consommer cette viande artificielle? Il faut savoir que du coup, les pays ne sont pas encore d'accord pour mettre ce produit sur le marché. Ils attendent un peu de voir, l'évolution. Pardon, je reprends la respiration. Donc, du coup, yes. Ensuite, aux États-Unis et en Israël, dans les prochains mois, on va tester donc, cette histoire de viande artificielle avec le bœuf dans les restaurants. Comme on l'a expliqué auparavant, les process industriels, ils sont encore compliqués. C'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre dans la grande distribution et que c'est exclusivement réservé aux restaurants. Et comment faire, du coup, pour ceux qui font de la viande artificielle, pour motiver les États à autoriser la mise sur le marché? Ils font appel à des lobbies. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un lobby. C'est une entreprise qui permet en fait de ne pas faire pression, mais de faire accepter une idée aux gens. Et donc, ils sont payés pour ça. Et donc, parce que ça a fait beaucoup parler. Par exemple, en France, sur Twitter, quand on a parlé de la mise en place sur le marché, il y a des ministres ou des députés qui se sont offusqués, qui ont dit que ça n'arriverait jamais en France, que c'était pas tradition, enfin, c'était contre la culture et la tradition française. Donc, ça fait beaucoup débat. Donc, du coup, on fait appel à des lobbies pour faire pression justement sur la mise en place sur le marché. Mais pas seulement les lobbies aussi, ils vont financer des entreprises, des associations qui dénoncent la maltraitance animale, comme par exemple L214 en France qui va filmer des abattoirs sur la condition de vie animale pour en fait dégoûter un peu les gens du système actuel. Et ils ont par exemple donné plus d'1 million d'euros à cette entreprise et en tout, les lobbies ont distribué quasiment 150 millions d'euros à des associations partout dans le monde pour que ça soit accepté de plus en plus.
Et donc maintenant, partons de Singapour pour justement s'envoler vers l'Afrique et vers du coup les États-Unis, où du coup nous retrouvons nos deux personnages, donc qui s'appellent Amadou et James. Et donc là, du coup, pour Amadou, donc par exemple, il a 23 ans, il habite dans un village en Tanzanie, il possède 12 bœufs dans son élevage et il est musulman. Ensuite, on a le cas de James, qui lui est fermier au Texas, il a 42 ans, il possède un élevage de 800 bœufs et il est chrétien. Donc en fait, nous, pourquoi on vous a mis du coup ces deux situations-là, c'est pour s'intéresser justement à la problématique que la viande cellulaire pourrait leur apporter. Donc, par exemple, dans le cas où il y a beaucoup de facteurs sociodémographiques qui rentrent en jeu, par exemple, Amadou, qui est de foi musulmane, en fait, on s'est posé la question, est-ce que la viande cellulaire pourrait-elle être halal? Et du coup, est-ce que vous pensez que la viande pourrait être halal, la viande cellulaire? Est-ce que vous aurez une idée? Et du coup, en fait, c'est quelque chose du coup, qui fait débat. Mais en fait, de nos jours, en 2018, il y a un imam qui justement a apporté une réponse en Malaisie et qui a justement dit que, par exemple, si l'animal d'où provenait la viande cellulaire a été tué du coup dans le foi de la religion, par exemple, dans la coutume kasher ou dans la coutume halal, la viande cellulaire pourrait du coup respecter cette coutume-là. Donc voilà. Et ensuite, par exemple, il y a aussi l'enjeu, par exemple, d'Amadou et de James qui n'est pas le même. Par exemple, lui, Amadou, il possède ses 12 bœufs en fait dans le but aussi de nourrir son village ou de survivre, tandis que James, lui, il est plutôt dans un pays aisé et il possède cet élevage-là pour faire du profit ou s'industrialiser. Donc il y a aussi ces enjeux-là. Et en fait, par exemple, il y a 1 milliard d'agriculteurs dans les pays en voie de développement ou dans les pays sous-développés qui utilisent justement cette agriculture, tandis qu'il y a 45 millions d'agriculteurs qui vivent dans les pays aisés. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. Et il y a aussi du coup un mémoire du coup, qui a été rendu sur la viande cellulaire, publié en 2020, où justement il y avait quelqu'un qui avait questionné 500 personnes pour savoir sur leur potentielle consommation de la viande cellulaire. Et du coup, il en est ressorti aussi que plus il y avait un grand âge et plus il y avait un niveau d'éducation élevé, plus les personnes étaient susceptibles de ne pas manger la viande cellulaire. Donc en fait, on a pris vraiment en compte tous ces facteurs-ci. Et du coup, on s'est aussi posé la question de, par rapport à la ferme d'Amadou et par rapport à la ferme de James, laquelle serait susceptible justement d'utiliser la viande cellulaire. Voilà. Donc selon vous, qui pourrait utiliser justement, qui industrialiser la viande cellulaire, selon vous? Voilà. James. Voilà, bien joué. Exactement. Donc maintenant que nous avons vu dans quelle mesure il pourrait être intéressant de produire de la viande artificielle, nous allons voir ce qui changerait en termes d'impact social, forcément, tous les emplois qui sont liés à ce secteur d'activité, les impacts environnementaux et le bien-être animal par rapport à une production de viande naturelle. Donc du coup, on vous a mis un schéma qui représente à peu près la ferme de James. Et donc la question qu'on se pose, c'est à votre avis, qu'est-ce qui pollue dans sa ferme? Donc du coup, on sait que la culture conventionnelle de bovins consomme des gaz. Donc voilà, donc consomme des gaz. Donc on a le CO2 qui est le dioxyde de carbone, le N2O qui est le protoxyde d'azote et le méthane qui est le CH4. Donc le CO2 il va être émis lors de la déforestation, de la culture, du transport, de la transformation et de la consommation d'énergie. Le N2O il va être produit lors de la production et de l'épandage et le CH4 par les bœufs eux-mêmes et la fermentation entérique. Donc du coup, si on avait pris l'exemple de la viande artificielle, il ne nous resterait plus que 2 étapes, donc l'usine et le transport. Donc il y aurait une forte émission de CO2, mais on n'aurait plus du coup les 2 autres gaz qui sont le CH4 et le N2O. À savoir aussi, c'est que selon les pays, donc il y a d'autres critères à prendre en compte, comme par exemple donc en Allemagne, où ils ont encore des usines à charbon qui du coup polluent beaucoup et qui émettent beaucoup de CO2, alors que par exemple en France on est à l'énergie nucléaire et là on a moins d'émissions de CO2, mais on a des déchets nucléaires à traiter.
Donc du coup pour la future exploitation de James, donc si on regarde le graphe, on voit que la viande in vitro elle a un impact environnemental bien moins important que la culture conventionnelle, donc que ce soit en termes d'énergie, de gaz à effet de serre, de ressources en terre ou en eau. Et il faut savoir aussi que le CO2 reste dans l'atmosphère environ une centaine d'années, alors que le méthane reste une douzaine d'années dans l'atmosphère. Mais le méthane, donc, qui est le CH4, pollue 28 fois plus environ que le CO2, et le N2O, qui est le protoxyde d'azote, pollue 120 fois plus que le CO2. Non, ne passe pas. Pardon. Dans cet enjeu environnemental s'inscrit un double défi, celui de la biodiversité et également celui du bien-être animal. Je vais vous donner quelques chiffres issus d'une étude parue en 2020 par l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. On sait qu'en 2019, 26% des parcelles agricoles étaient utilisées pour la production de nourriture animale. Donc l'utilisation de ces terres agricoles représente un des principaux facteurs de perte de biodiversité. 86% de la nourriture animale aujourd'hui est non consommable par l'homme, donc j'entends par là les feuilles, les branches, etc. Si demain, effectivement, on passe sur de la production de viande 100% artificielle, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces matières premières? Comment est-ce qu'on les revalorise? Et le dernier chiffre, c'est que 90% du soja du Brésil est exporté aujourd'hui en Europe pour la nourriture animale. Ce chiffre il est significatif puisqu'il induit une déforestation massive en Amérique du Sud. Par rapport au bien-être animal, aujourd'hui, dans le cadre d'une production de viande naturelle, il faut à peu près 34 vaches pour faire 80 000 pièces de viande. Dans le cadre d'une production de viande artificielle, un seul échantillon de cellules suffirait pour faire ces mêmes 80 000 pièces. Donc effectivement, on entend par là que la production en viande artificielle permettrait de réduire considérablement l'abattage, d'une part, mais, parce qu'il y a un mais, effectivement, de par sa richesse en protéines globulaires et en albumine notamment, le sérum fœtal il est utilisé dans la culture des cellules et des tissus in vitro. Vous êtes à Espace, donc je pense que vous êtes à même de savoir que pour que les cellules survivent, grandissent et se multiplient, elles ont besoin d'évoluer dans un milieu riche en nutriments. Ce milieu riche, c'est le sérum fœtal. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui fait la problématique et ce qui fait débat, c'est la façon dont on se procure ce sérum fœtal. On engrosse des vaches, on va récolter la totalité du sang du fœtus par ponction cardiaque. Dans la majeure partie des cas, c'est fait sans anesthésie, donc forcément, ça fait débat. Aujourd'hui, les startups travaillent sur le sujet et développent des alternatives à ce sérum. Notamment, ils ont trouvé un champignon qui a des caractéristiques qui pourraient remplacer le sérum. Cette info elle est intéressante, mais elle est aussi à prendre à contre-pied, puisqu'aujourd'hui, avec le sérum fœtal et un seul échantillon de cellules, on est capable de produire à peu près 20 000 tonnes de viande artificielle. Donc je vous fais un ratio assez rapide. Avec du sérum fœtal et 150 vaches, on pourrait couvrir la demande mondiale en consommation de viande sur une année. Bon, effectivement, c'est top, mais si on n'a que 150 bœufs ou 150 vaches, qu'est-ce qu'on fait des éleveurs? Je passe la parole à Théo. Merci, excellente question, Charlie. C'était pas du tout préparé, non. Non, en effet, du coup, comme pour chaque innovation, du coup, il y a des changements, notamment au niveau des métiers. Par exemple, quand les caisses automatiques elles sont arrivées dans les supermarchés, du coup, il y a des caissières qui potentiellement auraient pu perdre leur emploi, mais à côté de ça, il y a le drive qui a été créé, on les a replacés, on a replacé pas mal de gens dans le drive, par exemple. Donc à chaque innovation, en fait, les métiers évoluent et il y a les corps de métiers qui changent. Il faut savoir que l'élevage, on ne va pas l'arrêter du jour au lendemain comme ça, il y aura toujours des éleveurs. C'est juste qu'il y aura des types d'élevage qui vont changer. Par exemple, Valentin a parlé tout à l'heure de l'orge, qui permettrait donc de solidifier les tissus de la viande artificielle. Donc il faudra le cultiver aussi, cette orge. Donc il y aura encore des agriculteurs qui travailleront là-dessus. Après, il y aura des agriculteurs qui se réorienteront en tant que laborantins, du coup, qui travailleront dans les laboratoires pour justement pratiquer cette culture. Donc ça passe par des formations, évidemment, et aussi dans pour les nouvelles générations, dans les écoles d'agriculture, par exemple, notamment, transmettre au-delà de l'agriculture cette nouvelle méthode pour produire de la viande. Du coup, pour finir, on va se demander ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on vient de vous dire.
Donc le point le plus important, c'est l'acceptabilité de la viande et de l'innovation qu'on vous présente. Donc l'acceptabilité, c'est quoi? C'est votre disposition et notre disposition à payer, avoir la volonté de consommer et surtout la volonté d'acheter donc cette innovation, ce nouveau produit. Donc ça va dépendre de plusieurs enjeux qu'on a vus auparavant. Donc la naturalité perçue, donc principalement l'enjeu environnemental, la néophobie technologique et le bien-être animal. Il y a aussi le deuxième aspect, c'est l'attitude face au risque, puisque forcément, quand on parle d'innovation, il y a une attitude face au risque. Donc le produit est peut-être plus dangereux, le produit induit peut-être aussi des dangers sociaux, comme on parle du reclassement des agriculteurs. Ce qu'il faut aussi parler, c'est des facteurs sociodémographiques, comme on l'a vu avec James et Amadou. En fonction de votre situation, vous allez peut-être penser que c'est moins bien. Il y a l'âge qui va entrer en compte, il y a la culture, il y a la religion, il y a l'environnement qui est autour de vous. Si votre famille, elle est peut-être végétarienne, peut-être que vous allez avoir un impact différent et vous allez être influencé sur votre manière de penser. Et la dernière info qu'il faut prendre en compte, c'est le type d'informations qui sont reçues. Il faut faire extrêmement attention donc, aux sources et aux informations qu'on reçoit et qu'on utilise pour peser le pour et le contre. Et l'acceptabilité, c'est bien ça qu'il faut retenir. C'est je vais poser le pour et le contre de chaque aspect pour savoir si moi ou non, si oui ou non, j'accepte l'innovation et j'accepte de consommer différemment. Et du coup, pour finir, on va refaire le sondage, maintenant que vous en savez un peu plus sur la viande artificielle. Qui serait prêt à en consommer demain pour voir ce que ça fait, ou même régulièrement? Bon, on est à peu près pareil. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, bah, dernière série de questions, j'espère que vous en avez. Alors, vous avez parlé des deux fermes, de James et d'Amadou, si je me souviens bien. Est-ce que l'objectif de cette viande, c'est de justement peut-être éviter la surcharge de fermes dans lesquelles on élève l'élevage abusif? Est-ce que le but, c'est donc d'arrêter d'en tuer? Est-ce que ça peut être un objectif? Ouais. Je vois faire ça. En fait, le but de ma question, c'est on parle tout à l'heure, on a pris l'exemple de Amadou qui est musulman, qui a besoin de viande halal. Est-ce qu'il faut maintenant attendre vraiment que la bête soit morte pour savoir si c'est halal ou non? Parce qu'est-ce que l'objectif, on l'atteint en devant quand même tuer la bête? En fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, comme on a dit, il y aura encore de la viande de l'élevage traditionnel. Et comme Charlie l'a expliqué, si on prélève ne serait-ce qu'une souche sur une bête, on peut produire énormément de viande. Ça veut dire que si on tue une seule bête de façon traditionnelle pour les halal ou cachère, avec cette cellule, on pourra produire énormément de viande halal ou cachère de façon in vitro du coup. Mais donc du coup, oui, il faudra quand même passer par la mort de la bête, mais ça va réduire considérablement en fait le nombre de bêtes qui sont tuées. Le but de ces startups justement, c'est de réduire la souffrance, pas forcément de réduire la souffrance animale pour l'instant à cause du sérum, mais c'est notamment de faire diminuer énormément le nombre de bêtes tuées. C'est l'élevage, de réduire l'élevage industriel qui est très présent aujourd'hui et qui va encore augmenter avec la demande qui va s'accroître avec la population qui augmente. Une autre petite question, on en parlait toutes les deux. Vous parliez, c'est Charlie qui en parlait. Combien il faut de vaches? Tu as fait un ratio par rapport au nombre de vaches qu'il faut tuer pour la viande artificielle et par rapport au nombre de vaches qu'il faut tuer. Qu'il faut transformer. Et du coup, c'est quoi le ratio déjà? Je me souviens plus du Le chiffre. ratio part du principe qu'avec un échantillon de cellules D'une vache, du coup d'une vache Ouais. et du sérum fœtal, on est en capacité de produire à peu près 20 000 tonnes de viande. Ah ouais, 20 000 Donc en tonnes. réalité, Ok. tu prends le nombre de tonnes de viande consommées par an et tu le divises, quoi. Et donc, on a 150 échantillons du coup. Ok, et aujourd'hui, il faut combien de vaches pour ces 20 000 tonnes? Aujourd'hui, part du principe que c'est une donnée qui a été donnée par l'association L214. En 2019, il y avait 324 millions de vaches qui avaient été abattues. Et je Pour parle ces 20. uniquement de vaches. Hein. Sinon, je crois que c'est 1328 milliards d'animaux abattus en 2019. Mais toujours pour 20 000 tonnes. Non, Non, pas pour 20 000 tonnes, ça n'a rien à voir. Ouais. Là, je te parle juste pour les vaches. Ok. Ouais. 150 vaches. 150 vaches. Comment ils ont le milieu de culture? J'ai pas bien compris. Des cellules pour faire la viande artificielle. D'où ça vient ce milieu de culture? C'est le sérum fœtal. Le sérum fœtal dans lequel tu mets ta souche pour qu'elle puisse se développer dans des conditions optimales. Ok, d'accord.
Et du coup, est-ce que si demain, les fameux 40% que disait Amélie arrivent au niveau de la viande végétale, est-ce qu'ils ont fait des estimations du coût de la viande conventionnelle, enfin actuelle, si on peut dire ça comme ça? Est-ce que la viande va devenir un produit de luxe? Oui, conventionnelle. Tu peux répéter la question, Clémence, s'il te Est-ce que plaît? la viande qui vient des animaux, du coup, si demain on a beaucoup de steak haché, par exemple, artificiel, est-ce que le coût de la viande va devenir quelque chose de vraiment d'un produit de luxe? Bah, oui et non, mais en gros, parce que, comme on l'a vu sur le schéma, il y aura toujours les trois types d'agriculture et de viande qui vont se complémentariser. Et c'est vraiment un ensemble, c'est pas la viande in vitro remplace l'ancienne viande, c'est vraiment que les trois, elles vont, entre guillemets, être en synergie pour répondre à la demande qui va augmenter. Mais le but, c'est d'avoir des prix qui sont cohérents dans l'ensemble et pas qu'il y en a un qui soit beaucoup moins cher et que l'autre soit beaucoup plus cher. Le but, c'est vraiment que ceux qui acceptent de manger ça et trouvent ça normal pour eux, en termes d'acceptabilité, ils puissent la consommer, tandis que ceux qui ne puissent pas, ils puissent quand même consommer de manière raisonnable. Alors moi j'ai une question concernant le goût. Quel va être le goût de cette viande, sachant qu'elle est fort impactée par l'alimentation que peuvent avoir les bêtes? Qu'est-ce qu'on en fait actuellement? En gros, les études montrent que la viande, elle n'a pas le même goût à 100%, mais on a des textures similaires, des goûts qui se rapprochent. Il faut savoir que quand on cultive les cellules, donc forcément, on va avoir un muscle, mais qui sera totalement limite dépourvu de gras, et que quand on consomme de la viande, il y a forcément de la graisse dedans. Donc que ce soit après, donc pour faire tes steaks avec ta viande in vitro, forcément, ça va repasser dans une centrifugeuse pour remettre du gras et redonner du goût à ta viande. C'est vrai que vous parlez de viande là, je sais qu'on en a discuté, ils font aussi le poisson. Par rapport au poisson d'élevage finalement, parce que l'élevage de bœuf, autant ça demande beaucoup de ressources, etc. Et de dire voilà, on va réussir avec 150 bœufs par an à nourrir tous les besoins en viande. Mais est-ce que par rapport au poisson, il y a des comparaisons par rapport à l'élevage intensif qui répond vraiment aujourd'hui quasiment à tous les besoins poissons? Du coup, le poisson. Euh, C'est un sujet. Du coup, on retrouve les mêmes quelques enjeux aussi par rapport à la viande, par rapport au poisson, notamment la depuis 50 ans, on a doublé notre consommation de poissons. Donc il y a de plus en plus de demandes qui est faite en achat de poissons pour se nourrir. Il y a aussi le fait que les océans sont pollués. Il y a aussi la surpêche et les élevages intensifs de poissons qui sont très condamnés. Et donc du coup, il y a des startups aussi, donc toujours à Singapour, qui ont commencé à se focus sur le poisson. Sauf que là, on ne parle plus de la même reproduction, puisqu'on parle donc toujours à partir d'une cellule, mais reproduit par imprimante 3D. Donc c'est en train de se faire. Le problème, c'est que c'est en phase de test, pas en phase de test, ils sont en train de le faire, mais c'est pas encore commercialisé, ni dans les restaurants comme on a pu voir avec les nuggets de poulet, puisque aujourd'hui, ils sont pas capables de cuire le poisson, puisqu'il s'effrite en fait à la cuisson. Donc aujourd'hui, il y a juste une start-up qui fait du thon, donc pour tout ce qui est sashimi, mais le prix par contre est beaucoup trop élevé par rapport à la consommation classique qu'on puisse acheter, puisque une lamelle de sashimi, ça coûte 8 $, je crois, juste la lamelle de sashimi. Ils font pareil avec le saumon cru pour les sushis, mais pareil, c'est encore en phase de... C'est pas encore développé assez, mais ils sont en train de faire ça. Donc pour le poisson, et aussi l'imprimante 3D est utilisée pour la viande, puisque en imprimante 3D, on peut reproduire par contre les os, le gras de la viande. Et donc du coup, il y a du foie gras aussi qui a été fait, etc. Voilà. On en a parlé en plus. Est-ce qu'on peut imaginer un jour d'avoir une imprimante 3D de viande dans son salon? Je veux une côte au bœuf, il va récupérer, et puis je veux du foie gras, et finalement on va plus aller chercher sa viande au supermarché. On fait l'impression 3D chez soi. Bah ouais, c'est possible, tout est possible, comme on l'a vu dans l'extrait de l'Odyssée de l'espace. Alors là, c'est fictif, hein, évidemment. Mais oui, je pense que ça sera possible dans les prochaines années. Et l'atout de l'imprimante 3D par rapport à la culture in vitro, par exemple, c'est que ça pourra reproduire les os. Donc si on veut une côte de bœuf, comme vous avez dit, ça sera plus possible avec l'imprimante 3D
qu'avec du coup la culture in vitro. Mais donc ça c'est pareil, ça dépendra des évolutions et aussi du coup des gens. J'ai peur de vous le redonner. Non, là je vais dans la SF, mais alors si on fait de l'impression 3D, est-ce qu'on peut à la fin on peut arriver à imprimer un animal entier? Est-ce qu'on va imprimer un chat pour le tuer, pour s'amuser, comme les footballeurs? Mais oh, ça va, c'est vendredi, c'est la fin d'après-midi. Est-ce que finalement, vous parlez, non mais je vais un peu plus loin en fait, c'est que finalement on crée de la viande. La forme de la viande, moi la culture cellulaire que je connais, c'est de l'accumulation de cellules. C'est est-ce qu'on va pas recréer les nerfs, on va pas recréer les os, on est dans finalement une espèce de carré de trucs. Vous montrez des steaks hachés, donc c'est de la viande rebroyée pour donner un aspect un peu naturel, traditionnel. Mais aujourd'hui, est-ce que cette viande-là, je ne sais pas si vous avez la réponse, on arrive à reproduire voilà, le filet d'une bavette, vraiment la côte à l'os avec les nervures, la viande de Kobe qu'ils font sur la langue, et trucs comme ça. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de peut-être qualité nutritionnelle, je n'en doute pas, mais de qualité visuelle de la viande? Moi, le seul truc que je sais par rapport à ça, c'est que par exemple au Japon, ils font déjà le wagyu avec justement c'est une viande avec beaucoup de filets de gras, il me semble, dedans, et donc en fait esthétiquement, ça ressemble vraiment à ça, et on voit un petit peu cette qualité de viande, on la revoit visuellement parlant. Après aussi, c'est compliqué parce que par exemple, le Kobe, c'est une viande où des femmes, ou des hommes d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, mais genre massent tous les jours les bœufs à la bière, du coup. Et donc là, je vois pas comment ils je sais pas s'ils masseraient un steak, ça me paraît un peu bizarre. Mais donc du coup, il y a aussi des procédés dans la culture qui font que. Après, ouais, ça pourra recréer de l'emploi comme ça. Donc, je me disais, est-ce que donc, les viandes artificielles, ça apporte la même énergie que les viandes non artificielles, ou est-ce qu'il faut en manger beaucoup pour avoir le même apport énergétique? Du coup, nous, on a vu justement qu'en fait, la viande artificielle pourrait couvrir la même qualité nutritionnelle que la viande conventionnelle, parce qu'en fait, la viande du coup, artificielle provient du même bovin qui a été aussi utilisé pour la viande conventionnelle avant, et du coup, avec les facteurs de croissance et aussi les protéines qu'avait parlé Charlie dans le sérum fœtal, en fait, ça pourrait justement aussi donner les mêmes cellules et donc parallèlement la même qualité nutritionnelle en termes de viande. Voilà. Vous parliez juste avant du poisson cultivé. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a des startups qui sont déjà dessus, notamment aux États-Unis avec Blue Nalu qui fait déjà donc du poisson cultivé. Et on va même jusqu'aux mollusques aujourd'hui. Donc en fait, on a l'agriculture cellulaire, elle a encore poussé à plein d'autres applications. C'est vrai qu'on s'est pas mal cantonné à la viande, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, ça va encore au-delà. Après, c'est vrai qu'on a parlé aussi beaucoup de notions de viande. Et finalement, j'ai envie de me demander qu'est-ce que c'est selon vous de la viande en fait, parce que est-ce que c'est viande végétale, la viande issue d'agriculture cellulaire et historiquement plutôt issue de l'animal. Donc, quelle serait votre définition pour vous de la viande à partir de toutes ces technologies disruptives? Merci Jessie. Et j'en ai une dernière, mais vas-y, je te laisse sur celle-là. Bah écoute, Jessie nous a demandé de ne pas donner notre avis et de juste élever le débat, donc... Non, bah en vrai, de la viande... Ça questionne, je veux dire, la définition qu'on a de la viande quand on voit l'essor de ces technologies. C'est complètement personnel. Il y a des gens qui vont dire que pour eux, de la viande, c'est issu d'un animal. Pour d'autres, ils vont dire que c'est juste de la viande, c'est des protéines, par exemple, d'un point de vue nutritionnel. Ça dépend de la perception de chacun, en fait. C'est pour ça que tout ce qui est viande végétale, on n'a pas le droit dans les magasins d'utiliser une appellation steak haché, et du coup, c'est des galettes. Donc après, c'est sûr que c'est une définition qui reste personnelle. Mais tu avais une deuxième question ? Oui, je disais qu'en France, vu qu'on est un pays qui est assez institutionnalisé autour de l'élevage,
comment est-ce qu'on peut favoriser une collaboration future avec eh bien, toutes ces startups autour de l'agriculture cellulaire et cultivée pour avoir une forme de cohabitation entre les éleveurs et l'industrie de l'élevage et cette nouvelle filière et pas avoir une sorte de compétition nocive où ça va de toute manière, les produits arriveront sur le marché et si la France ne se positionne pas avant, on est sur un marché européen et dans les rayons on consommera juste des produits qui seront belges ou donc bon, il y a tout intérêt en fait à se positionner au plus vite et intelligemment sur le sujet et plus juste comme peut faire Du coup, la question, c'est comment on fait synergie et pas concurrence tous ensemble. Comment assurer une meilleure synergie entre les deux filières en France. En gros, il y a aussi l'État qui va rentrer en compte à un moment. Aujourd'hui, on a un ministère de l'Agriculture et c'est sûr qu'il va se saisir de ce sujet-là aussi pour faire avancer les choses. Ça veut dire que ça sera au rôle aussi de l'État de voir comment évoluer. C'est aussi cette demande qui augmente, c'est aussi un problème pour l'État de nourrir sa population. Un des buts du ministère de l'Agriculture, c'est de bien nourrir sa population aussi. Donc, c'est à eux aussi, en fonction des lois qu'il y aura en vigueur par rapport à ça, de faire en sorte que tout le monde cohabite. Hein. Et aussi, ils vont s'inquiéter du sort des agriculteurs. Donc, c'est aussi comment reclasser les agriculteurs, justement, qui vont peut-être changer de modèle de culture. Sachant qu'il y a un lobbying quand même très fort de l'industrie. Après, c'est ça. Moi, je parlais du lobbying pour la viande artificielle. Mais d'un autre côté, ça va être un combat de lobby en fait, entre les pro-viande artificielle et les pro-viande traditionnelle qui sont aujourd'hui dans l'agriculture, les lobbies de l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture, il est déjà très sollicité pour la mise en place sur le marché, mais à contrario, il est aussi sollicité pour que ça ne soit pas le cas par les lobbies de l'agriculture aujourd'hui. Oui, moi j'ai une question. Mais déjà, merci pour votre présentation. De rien, je veux en savoir un peu plus. Maintenant, j'ai envie d'essayer la viande artificielle, donc très bien. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que vous avez un peu une idée de quand est-ce que ça va vraiment rentrer sur le marché ? Un peu des prévisions, savoir un peu aussi quelle place a la viande artificielle sur le marché. Est-ce qu'elle peut concurrencer ? Est-ce qu'elle peut prendre beaucoup de parts de marché ? Sur quoi comme marché ? Parce que déjà, elle est déjà en place à Singapour en B2B. Oui. Du coup, c'est quoi ta question ? C'est quand est-ce qu'elle sera en France pour les consommateurs ou quand est-ce qu'elle sera en France dans les restaurants ? De un, quand est-ce qu'elle sera vraiment commercialisée un peu plus dans le monde que simplement à Singapour ? Déjà, c'est la première question, si vous avez une idée par rapport à ça. Et la seconde, c'est comment elle peut se développer. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites par rapport à ça pour savoir comment justement la commercialisation ça peut se développer et quelle place elle peut prendre sur le marché de la viande. Donc comme a dit Jessib, en comparaison avec la viande comme on trouve aujourd'hui, la viande végétale, et quelle place justement aura la viande artificielle sur ce marché. Il y a pas, pour la première question, pour les autorisations de mise sur le marché, tout va chacun à son rythme. En France et en Europe, c'est pas pour demain, mais quand on voit que c'est accepté à Singapour et que c'est en cours d'acceptation aux États-Unis, ça laisse penser que ce sera plus rapide que tout ce qui est les notions de transhumanisme ou les autres. Donc on pense que ce sera dans un futur plus proche que 2050. On le voit dans le graphique qu'on a vu au début. Les premiers chiffres d'augmentation, ils parlent de 2025. Après, je pense que c'est vraiment faut pas qu'on se dise ça va remplacer ou ça va faire concurrence avec l'autre viande. Je pense que c'est vraiment, faut que chacune des viandes, que ce soit viande végétale, puisqu'il faut pas l'oublier, viande traditionnelle et viande in vitro, je pense que chacune de ces viandes aura sa place et sa part de marché. Après, ça dépendra de combien de personnes acceptent ou non le produit, acceptent ou non le changement. Après, ça dépendra aussi du temps et de l'avancée des produits et des innovations. Mais je pense que c'est vraiment un ensemble de choses et qu'il faut que chaque produit trouve sa place et qu'il n'y aura pas forcément une concurrence entre chaque produit. Parce que toi, tu auras une préférence peut-être pour la viande normale. Peut-être Pierre, il préférera la viande végétale. Et au final, chacun aura son produit et pourra répondre à ses attentes. Merci.